À l'extrémité ouest du continent africain, le Sénégal offre une véritable mosaïque de paysages et de peuplements. Bordé par l'océan Atlantique, il est désertique au nord et tropical au sud. Terre des Wolofs, des pasteurs peuls, des Diola, des Sérères et de bien d'autres, ce pays se découvre par les fleuves qui sillonnent son territoire, façonnent ses paysages et rythment la vie des villages qui les bordent. Le Sénégal a fait de sa diversité un atout, sans sombrer dans les conflits qui ont miné nombre de ses voisins. Il offre aux visiteurs une multitude de visages aussi variés que ses régions et ne finira pas de le captiver par la richesse de ses paysages et de ses traditions. La voie royale pour entrer au Sénégal est sans nul doute Saint-Louis et son décor unique d'ancienne capitale coloniale fondée par les Français en 1659. C'est dans cette ville agréable que l'histoire du pays a commencé. Si Saint-Louis est né comme une île à l'embouchure du somptueux fleuve Sénégal, sa partie la plus vivante se situe sur la langue de Barbarie, ce cordon de sable qui se déroule entre les flots du fleuve et ceux de l'océan. Ici, c'est le territoire des pêcheurs et le port de Guet-Ndar est leur quartier. Le matin, à l'arrivée des pirogues, dont certaines sont allées pêcher en Gambie, règne une effervescence comme nulle part ailleurs. C'est l'un des ports les plus importants de l'Afrique de l'Ouest. L'activité y est permanente jusqu'à la tombée du jour. Les porteurs courent en permanence pour vider leurs caisses dans les camions réfrigérés, prêts à partir sur Dakar. Ils sont payés à l'unité. Plus de 25 000 personnes vivent sur cette mince bande de terre. Côté mer, la côte subit les assauts répétés des tempêtes et souffre de la montée des eaux. Il y a 2 ans, la mer a détruit des écoles et des maisons. Je pense que c'est clairement la montée des eaux. Chaque année, ça avance. Avant, on jouait au football là-bas, tout au fond. Et chaque année, ça avance un peu plus. L'artère principale de ce village de pêcheurs a déjà été inondée. Un avertissement qui risque d'obliger les autorités à déplacer des milliers de personnes. Ici, les maisons sont souvent trop petites. La démographie galopante a fait exploser la population. Alors toute la vie s'est déplacée dans la rue. On lave, on cuisine et on mange sur le trottoir. Même les moutons essaient d'y trouver de quoi se nourrir avant de terminer eux-mêmes au fond de la marmite. Reliée au continent par l'emblématique pont Faidherbe, l'île de Saint-Louis en est son centre historique. Son architecture coloniale constitue un patrimoine historique si unique sur le continent que la ville fait partie des 6 villes africaines classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un havre de calme qui saura séduire le visiteur avec ses demeures de charme. Saint-Louis était une escale importante du temps héroïque de l'aéropostale, et l'hôtel de la Poste où descendait Mermoz rappelle les exploits de ces pionniers de l'aviation commerciale qui décollaient d'ici pour l'Amérique du Sud. Première ville édifiée par les colonisateurs français en Afrique de l'Ouest au XVIIe siècle, Saint-Louis a occupé une place centrale dans l'histoire du pays.
Sa cathédrale, construite en 1827, est la plus ancienne de l'Afrique de l'Ouest. À son apogée, Saint-Louis était la capitale du Sénégal, mais aussi de l'Afrique occidentale française. Une région aussi vaste que l'Union européenne, et qui regroupait entre autres le Soudan, devenu le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire. Dans les rues, artistes et créateurs ont investi certaines demeures historiques, comme Rama Dio, une créatrice de mode très suivie. Elle donne une expression contemporaine à des tissus et des couleurs profondément ancrées dans la culture du pays. On va les mettre là-bas. Ça dépend, bien sûr. C'est Saint-Louis, c'est ma ville qui est réputée comme la capitale de l'élégance. Les traditions saint-louisiennes, l'art de se vêtir. Mais je ne reste pas calée qu'aux traditions. Je travaille les tissus colorés qui nous ont bercés, mais à l'ère du temps, de moderne. Donc vous voyez les coupes très modernes que tout le monde peut porter, aussi bien les Européens que les Sénégalais et les Africains. Ça me va trop bien, franchement. Est-ce qu'elle a les cheveux qui vont avec? Magnifique. Voilà. Je travaille aussi le wax, les tissus colorés que comme je disais, que ma maman portait, ma grand-mère et tout, et aussi les tissages traditionnels. Donc oui, ma base c'est là, c'est ma culture, mais j'ai envie d'être ouverte au monde entier. À Saint-Louis, la scène musicale est très riche et chaque année, la ville bat au rythme de son festival de jazz. Un rendez-vous international, incontournable pour les passionnés qui se retrouvent dans les bars et les clubs, comme ici avec le groupe Takeifa. Le cœur de l'événement reste la grande scène dans le centre-ville, où l'on retrouve chaque année de grands noms du jazz. Les langues de terre entre le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique s'étirent sur plusieurs dizaines de kilomètres. Elles seront probablement amenées à disparaître dans les années à venir en raison de la montée des eaux. Vers le village de Ndiben, on continue à exploiter le sel en famille et de manière artisanale. Autrefois, le Bou El Mogdad transportait hommes et marchandises sur le fleuve Sénégal, de Saint-Louis jusqu'au nord du pays, à la frontière du Mali ou de la Mauritanie. C'est un navire mythique qui palliait l'absence de rails et de routes et donc vital pour la population. L'usure du temps a eu raison de celui qu'on appelait affectueusement le Bou. Mais depuis quelques années, le Bou El Mogdad revit grâce à la passion de Jacques Bancal pour le plus grand bonheur des touristes. Sa silhouette familière sillonne de nouveau les eaux du fleuve. Le bateau a été construit dans les années 1950 aux Pays-Bas, mais spécialement conçu pour naviguer sur le fleuve Sénégal. Il a été commandé et dessiné pour naviguer sur le fleuve Sénégal. Il est à fond plein et en cas de problème, on peut toujours le plager. La principale difficulté ici, c'est que ça ne répond pas tout le temps à la logique d'une courbure d'un fleuve. Normalement, c'est à l'extérieur d'un virage qu'il y a en général de la profondeur. Ici, dans 80% des cas, c'est à l'intérieur.
Ancien centre administratif colonial, Richard Toll est une étape traditionnelle du Bou El Mogdad. On y trouve la folie du baron Roger, une demeure vestige d'une époque révolue. Un canal dérivatif du fleuve Sénégal a permis d'irriguer de grandes surfaces pour cultiver la canne à sucre, qui demeure l'une des ressources importantes de la région. Les tribus Peuls sont installées plus au nord, dans ces terres semi-désertiques, où ils vivent en clans. Ici, à Galodjina, le chef, c'est Mamadouba. Il a 61 ans et 3 épouses. La moitié de sa famille est déjà partie dans le sud, anticipant la saison des pluies qui approche. Les femmes Peuls pratiquent le tatouage des lèvres et des gencives à l'indigo, tout comme celui des paumes de la main et des pieds. Mamadouba attend que la température tombe et que le soleil se couche pour commencer à traire son troupeau. En cette fin avril, les températures dépassent les 40 degrés. Depuis 2007, la vie de ces familles a changé grâce à la laiterie du berger, qui fait une collecte 2 fois par jour. C'est la seule entreprise sénégalaise à transformer le lait frais. Avant, les surplus de la traite étaient jetés dans le sable. Souleymane Ba était l'un de ces éleveurs. Il gère la collecte dans toute la région. Le chef du village possède un très grand troupeau. Il a plus de 500 têtes, mais aujourd'hui il en a laissé quelques-unes pour la laiterie, de manière à ce que nous ayons du lait. Et puis ses enfants vont à l'école. Grâce à la laiterie, tout a vraiment changé. En repartant vers le sud, à une quarantaine de kilomètres de Dakar, le lac Rose intrigue. Il doit en grande partie sa renommée mondiale au rallye automobile Paris-Dakar, dont il était le point d'arrivée. À première vue, il ressemble à un lagon peu profond, entouré de dunes. Mais à l'observer de plus près, les lumières du jour et du soir transforment la couleur de ses eaux, qui passent alors par toutes les nuances de rose et de mauve. Ce que l'on sait moins, c'est que le lac fait vivre plus de 2000 personnes grâce au sel exploité par plus de 800 pirogues. Les hommes, dans l'eau jusqu'à la poitrine et le corps enduit de beurre de karité pour protéger leur peau de la salinité, cassent avec un piquet les croûtes de sel du fond du lac, avant de le ramasser à la pelle pour remplir leurs pirogues. Les femmes vont les décharger et entasser le sel sur les rives pour qu'il sèche et blanchisse au soleil avant d'être emmené. Dakar, la capitale du pays, est une ville fiévreuse, débordante de vie et de créativité. Si elle le pouvait, elle grignoterait sans doute ses plages pour reprendre du terrain sur la mer et étendre toujours plus loin son cortège cacophonique de marchés fourmillants, de trafic bruyant, de vie nocturne exubérante. Mais ses limites sont immuables. Une côte sablonneuse à l'ouest et un étroit étranglement à l'est reliant la presqu'île du Cap-Vert au continent. C'est cette longue corniche qui en fait le tour. S'il y a quelques bâtiments et monuments d'histoire intéressants à Dakar, c'est dans les rues, les boutiques, les échoppes, les galeries d'art et surtout les marchés que l'on sent véritablement battre le pouls de la ville. Le marché Kermel mélange les deux, un lieu historique qui date de 1860, animé d'une activité incessante. La place de l'Indépendance dans le centre est un autre lieu symbolique. C'est ici qu'en 1958, le général de Gaulle a entériné dans un fameux discours l'indépendance du pays et de l'Afrique francophone.
Le marché des artisans est un lieu d'expression artistique où se côtoient musiciens, sculpteurs et peintres. Abdouladzi travaille le teck, un bois précieux dont les fibres se prêtent bien à la sculpture de petites figurines. Juste à côté, El Hadj Diri œuvre sur un matériau beaucoup plus compliqué, le fameux bois d'ébène. C'est un bois qui est plus dur que les autres? Oui, c'est le meilleur des bois que nous ayons. C'est une sorte d'ivoire. Et les deux couleurs, c'est naturel? Oui, tu vois. Tu vois comment est fait le bois, là? Comment elle est? Alors ça, c'est un hippopotame. Et là, un petit buffle. Chez les peintres, on reproduit volontiers les scènes de la vie agricole. Alors ça, c'est le retour des champs, avec comme couleur dominante le beige et le marron. Les gens sont en train de travailler, les femmes ici, elles vendent du lait, elles aussi. Ici, ce sont des hommes, ce sont des bergers. Là, ce sont des moutons qui sont dans les champs de riz. Les femmes, là, vont préparer à manger pour les enfants. Ce tableau est un peu différent, car j'ai ajouté des scènes de mariage. Il existe aussi à Dakar quelques havres de paix où il fait bon se ressourcer, comme à Ngor, qui est avant tout un village de pêcheurs. Tôt le matin, les équipages s'y retrouvent pour embarquer pour une journée en mer. Sur le continent, la plage se transforme régulièrement en fin de semaine en site d'entraînement. On y vient seul ou en groupe pour faire de la gymnastique, courir ou encore apprendre à nager. Les journées se finissent invariablement par d'énergiques matchs de football, l'un des sports rois du pays où nul n'oublie l'exploit de l'équipe nationale en Coupe du Monde 2002 face aux champions en titre français. Dans le quartier nord de Yoff, cette maison colorée que l'on appelle le Sphinx est la dernière demeure où a vécu Ousmane Sow. Décédé en décembre 2016, ce sculpteur, membre de l'Académie des Beaux-Arts de Paris, a exposé dans le monde entier ses œuvres géantes. Ses enfants viennent d'en faire un musée hors du commun, rassemblant ces colosses façonnés à la main dans de la toile de jute mélangée à de la terre, à des pigments et de la paille synthétique. Il a été dévoilé très tardivement au grand public, mais aussi longtemps que je me souviens, je l'ai toujours vu sculpter. Alors forcément, on habitait Paris, donc les sculptures étaient à la dimension de l'appartement qu'on avait. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais il était difficile de mettre un homme de 2,70 m dans 50 mètres carrés. Ce qui le motivait d'abord et avant tout, c'était le fait de sculpter des peuplades qui étaient en voie de disparition. Je ne pense pas que ce soit un sculpteur qui était inspiré par la vie quotidienne. Voilà, je vois une scène de vie, une séquence de vie, j'ai envie de... Non, c'est pas ça qui le motive. Dans la salle des grands hommes, aux côtés de Nelson Mandela et du général de Gaulle, le père d'Ousmane Sow occupe une place importante. C'est pour sa fille l'œuvre de référence.
incontestablement celle de son père. Voilà, qui a été l'homme, qui a été son guide durant toute sa vie, qui l'a sculpté et qui aujourd'hui fait partie de la série des grands hommes, qui est dans la salle principale, qui va porter le nom de son père. Ça raconte son histoire, ça raconte son enfance, ça raconte les liens qui les unissaient, qui étaient des liens extrêmement forts. C'était assez surprenant de voir cet homme de 80 ans parler de son père avec autant d'émotion. Toujours au nord de la ville, le marché aux poissons de Yoff Tangor est un spectacle à lui tout seul, suivant l'heure des marées. On y assiste à un véritable ballet de pirogues. À peine sur le sable, les pêcheurs sont pris d'assaut par les femmes qui achètent le contenu des filets et le revendent aussitôt. C'est le marché le plus populaire de toute la ville. Il ne dure que 2 heures par jour, mais offre une magnifique variété de produits. Le port de Dakar est le 3e de la région. Mais au-delà de son activité, c'est d'ici que l'on embarque pour se rendre à l'île de Gorée. Située à quelques 30 minutes de ferry au large de la capitale, l'île de Gorée baigne dans une quiétude presque inquiétante. Sans doute parce que l'histoire n'y fut pas toujours tranquille. Ce comptoir commercial était une plaque tournante de l'esclavage du temps de la traite. Cette île idyllique, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, reste marquée par cette tâche, et les sombres cachots de la maison des esclaves rappellent le poids de l'histoire. Des études historiques montrent que la maison des esclaves, construite vers 1780, n'a joué qu'un rôle mineur dans la traite négrière. Avec ses cachots où l'on pouvait entasser entre 15 et 20 personnes avant leur départ pour les Amériques, elle n'en demeure pas moins l'un des symboles forts de cette infamie. L'île fut occupée par les Anglais de 1804 à 1817, puis rendue à la France. L'abolition de l'esclavage ne fut définitive en France qu'en 1848. Plus au sud, après M'bour, le littoral de la Petite Côte est coupé par l'embouchure du Saloum. C'est un fleuve long de 250 km qui se jette dans l'océan Atlantique après avoir formé un delta avec le Siné. Joal marque le début du Siné Saloum avec à l'extrémité de la ville l'île de Fadiout, surnommée aussi l'île aux coquillages et l'une des plus belles du pays. On y accède par un pont piéton, ce qui lui vaut une tranquillité sans égale. Dans la rue principale, Tennington vend du lalo, une poudre de feuilles de baobab que l'on utilise dans les sauces. Parfois, je grimpe sur l'arbre pour aller chercher les feuilles. Ou sinon, j'utilise un bâton muni d'un crochet. Je récupère les feuilles que je fais sécher et que je pile. Sur un coin protégé de la mangrove, les villageois avaient coutume de stocker leurs grains dans ces petits silos sur pilotis en forme de hutte. Aujourd'hui, ils sont remplacés par des sacs en plastique dans un coin de la maison. L'autre singularité de Fadiout est son cimetière situé sur une autre île. Par manque de place, le cimetière est commun aux chrétiens et aux musulmans. Quelques baobabs séparent virtuellement les deux parties. À proximité, Fadial est un des hauts lieux du pays puisqu'il abrite le plus grand baobab du Sénégal, l'un de ses emblèmes. Il aurait 850 ans et fait 32 mètres de circonférence. Le baobab était jadis un lieu de sépulture pour les griots,
les tapeurs de tam-tam, qui étaient momifiés puis transférés à l'intérieur du tronc. Une pratique abandonnée depuis les années 1960. À une quarantaine de kilomètres de Fadioud, dans le delta, Marlodj est l'une des plus grandes îles. La charrette y est le mode de transport le plus commode pour circuler entre les villages. L'église a été construite par un missionnaire suisse qui avait dédié sa vie à l'endroit, le père René Talman. Le lieu le plus emblématique est ce bois sacré, avec un imposant fromager, un rognier et un caïl cédra qui entremêlent leurs troncs, symbole, disent les sages, de l'entente entre les trois religions pratiquées sur l'île, l'islam, le christianisme et l'animisme. Avant l'arrivée du téléphone portable, on communiquait entre les villages avec ce tam-tam. Même s'il ne sert plus, la démonstration reste discrète afin d'éviter d'alerter la population. La vie ici reste rudimentaire. On cultive du mil, des arachides, la pêche apportant aussi un complément de ressources. Sur une autre partie de l'île, le tourisme commence doucement à apparaître. À Nanga Kompoma, les femmes du village se sont organisées entre elles pour améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, elles préparent ensemble le couscous de mil, appelé tiéré, et font des confitures. Du maïs, préparé avec la machine. Après, tu mets de l'eau. Tu fais comme ça. Plusieurs fois tamisé, le couscous servira ensuite à accompagner du poisson ou de la viande. Ami, de son côté, termine les confitures de mangue. Et après, si c'est prêt, confiture de mangue. C'est de la confiture de mangue. Tu en fais pour ta famille et aussi pour vendre à ceux qui ne peuvent pas en faire. En fin de journée, on sort les calebasses pour un petit moment de détente. À la tombée de la nuit, il est temps de se diriger vers le village de Cœur des Daignes pour un tournoi de lutte sénégalaise. On ne sait plus qui de la lutte ou du football est le sport le plus populaire du pays. Ce qui est évident, c'est que même au fin fond du Ciné Saloum, lutteurs et spectateurs affluent en nombre. Le spectacle commence bien avant le début des rencontres. Les lutteurs bardés de fétiches, de gris-gris, de potions en tout genre entament un cérémonial encadré par des marabouts. Ils espèrent ainsi affaiblir leur adversaire et conjurer le mauvais sort. Certains arrivent avec des dizaines de bouteilles remplies de potions avec lesquelles ils s'aspergent copieusement. Chants et tam-tams sont essentiels. Le rythme envoûtant fait partie du cérémonial.
Le début des combats présente des similitudes avec le sumo japonais. On s'observe longtemps. Le premier qui renverse son adversaire sur le dos ou le fait chuter sur ses 4 appuis remporte la manche. Le perdant fait en général tout un cinéma, feignant de ne pas comprendre ce qui lui arrive. Le delta du Siné-Saloum est aussi une immense réserve ornithologique dont la richesse et la diversité des écosystèmes l'ont fait classer réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. Il y a quelques années, ce patrimoine naturel se mourait, asphyxié par la surpêche. Un vaste projet de parc marin a alors été mis en place pour préserver ce formidable écosystème, associant les 14 villages de ce territoire. Un travail de longue haleine qui commence à porter ses fruits. On prend aussi soin de la mangrove, qui a beaucoup souffert de la déforestation, les palétuviers étant massivement utilisés comme combustible pour la cuisine. La mangrove a été replantée à plusieurs endroits et désormais il est interdit de couper du bois vert. Pélicans, grues, aigrettes, hérons en ont fait leur territoire qui sert aussi l'hiver de terre d'accueil pour les oiseaux migrateurs. Le delta avec ses bolongues, ses chenaux bordés de mangroves, vit au rythme des marées. Le sel est une des ressources importantes du pays. La technique utilisée consiste à creuser de grands trous pour ensuite laisser l'eau saumâtre s'évaporer peu à peu. Lorsque le niveau a suffisamment baissé, les femmes viennent ramasser le sel, comme ici à Palmerti Falcao. Oui, ça irrite les jambes. Il faut faire attention et se rincer. Pour que l'eau apparaisse pleine de sel, il faut compter environ 1 mois. À l'approche de la saison des pluies, elles quitteront le village. Toute cette zone devenant alors impraticable pour récolter le sel. Dans le delta, on dit de Hwanghae qu'elle est une île dans l'île. Le village vit en grande partie du ramassage des mollusques, des coquillages, mais surtout des huîtres. Elles se multiplient naturellement au pied des palétuviers. On le fait cuire. Nous faisons cuire les huîtres et ensuite nous les faisons sécher. On peut le manger sans Mais nous pouvons aussi les manger simplement cuites accompagnées d'une sauce. préparer avec du chose et du riz.
Nous en vendons une grande partie à des marchands qui viennent nous les acheter. Les femmes du village passent de longues heures pour préparer ce que les marchands viendront récupérer en pirogue en fin de journée. Lorsque le travail est terminé, on fête volontiers le retour d'un membre de la famille qui était parti plusieurs semaines en ville. Un peu plus loin sur l'île de Janda, le ramassage du bois est désormais surveillé. On ne peut ramener que du bois mort et pas question d'utiliser la machette. Le village est réputé pour son chantier naval où l'on construit ces fameuses pirogues utilisées par les pêcheurs dans des conditions de houle parfois très compliquées. Les artisans ont le coup d'œil et tout se fait à l'estime. Nous sommes maintenant à l'extrémité sud du Sénégal, en Casamance, à Ziguinchor. Séparée du reste du pays par la Gambie, la Casamance a pâti des troubles politiques qui l'ont agitée pendant plusieurs années. Elle reste néanmoins l'une des plus belles régions du pays. Ses paysages denses et luxuriants, ses terres fertiles, ses cours d'eau multiples et sa culture diola, toujours intacte, confèrent à ce territoire une atmosphère particulière. La plage des pêcheurs est sans doute moins animée que les grands ports du pays, mais chaque jour leur retour est attendu aussi bien par les femmes, prêtes à écailler et à vendre le poisson, que par les oiseaux, à l'affût de tout ce qui pourrait tomber des pirogues. Aujourd'hui, ce sont les lottes qui ont la vedette. Face au quai, on trouve tous les ingrédients qui vont pouvoir accompagner ces poissons. Piments, oignons, légumes. À l'extrémité de la plage, des femmes ouvrent des huîtres en quantité impressionnante. Ici, on les mange le plus souvent en friture. Le marché situé dans le centre est assez spectaculaire. La densité des marchands de légumes et de fruits s'accroît au fur et à mesure que l'on approche des bâtiments couverts. À l'extérieur, un peu à l'écart, ces artisans travaillent dans le calme. Ils fabriquent des gris-gris selon les directives des féticheurs. On enferme dans ces lanières de cuir plumes, coquillages, peaux de bête. À la lisière du bourg, sous les premiers anacardiers, l'arbre qui, outre les noix, donne des pommes de cajou,
Noël Newkey a eu l'idée de s'intéresser à la pomme sous laquelle se trouve la fameuse et précieuse amande. En général, les exploitants la négligent, malgré son goût sucré. Elle a eu l'idée de les ramasser pour les presser et en faire des jus. Le pressoir est tout ce qu'il y a de plus artisanal, mais il est très efficace. Un cric hydraulique bien placé, et ce sont des litres de jus savoureux qui vont s'écouler toute la matinée. Avec le fruit, on peut faire le jus que vous avez vu, on peut faire le vin, le jus 100% naturel comme le jus d'orange. Après le jus, on peut faire du vin, on peut faire d'autres liqueurs avec. Au lieu de jeter, après avoir pressé, au lieu de jeter tout ce que vous voyez là-bas, on le prend, on le fait sécher pour le faire. Tout ce qu'on peut faire avec la farine du blé, on peut le faire avec la farine de la pomme de cajou. En dehors des noix de cajou et de son jus, l'atelier regorge d'autres spécialités comme le jus de tamarin, le jus de ditak, des chips de banane. Son exploitation est régulièrement citée en exemple dans le pays. Le fleuve Casamance génère tout comme le Saloum un delta, avec ses bolongues et ses mangroves qui se démultiplient au fur et à mesure que l'on approche de la mer. Entre Ziguinchor et Oussouye, l'île d'Eloubaline abrite un village diola plutôt original. Les cases sont beaucoup plus grandes que dans le reste du pays et abritent 4 à 5 familles. L'autre particularité, ce sont des cases à impluvium qui récupèrent l'eau de pluie en leur centre. La charpente est structurée de telle sorte que toute la partie centrale se termine en un cône qui permettra de recueillir un liquide très précieux ici, l'eau. La charpente sera ensuite recouverte de paille de riz. Quand la pluie tombe, l'eau se déverse à l'intérieur. Et cette eau-là, c'est là où nos mamans vont chercher l'eau pour boire. Dans une pièce attenante, le grenier à riz est bien protégé, à la fois du soleil et de l'humidité en saison des pluies. Ces pagnes traditionnelles sont teints avec l'écorce de Bassékété, un arbre du delta. Le village compte 40 cases et 600 habitants. L'eau est une préoccupation quotidienne, surtout au moment de la saison sèche. Ce grand réservoir, conçu initialement pour recueillir de l'eau potable, a été souillé par des infiltrations, et ce qui en est puisé sert uniquement à se laver ou à la lessive. L'eau potable qui vient d'un autre réservoir est strictement réglementée. Là, vous avez la mesure d'une seule personne, 30 litres. 30 litres par mère de famille et 30 litres par père de famille. Les diolas du village sont animistes. Cette case à l'arrivée des pirogues est un lieu sacré entouré de fétiches. Ici, une ONG a financé cette machine qui permet de décortiquer le riz. Et le gain de temps est considérable. L'avenir de ce village tient en grande partie à l'impact qu'aura le changement climatique sur les pluies, et donc sur l'approvisionnement en eau. En se rapprochant de la côte atlantique, nous entrons dans le royaume d'Oussouye, toujours en pays diola. Son roi actuel, Sibilumba Ndiédou, a été intronisé en 2001. Il réside dans le bois sacré à l'entrée de la commune. Seuls les initiés peuvent y avoir accès, mais il en sort régulièrement pour venir à la rencontre des visiteurs. Je suis là aussi à attendre des gens qui viennent pour des prières ici. Je suis là comme médiateur. Je suis là pour sauver les indigents. Quiconque n'a pas à manger, ils viennent me voir. Mais nous, Diola, on ne donne pas quelqu'un à manger pendant le jour. Non. C'est pendant la nuit. Pour que l'autre ne sait pas que l'autre n'a rien à manger. Ici,
Oui, je fais des sacrifices aux gens. Mais il y a plusieurs fétiches. Et le balai, ce n'est pas pour balayer la saleté, non. Oui, c'est mon arme. Mais ce n'est pas arme pour blesser quelqu'un. Ça, c'est pour séparer des histoires. Je rencontre deux grands gaillards qui veulent se passer des coups de poing. Ils vont s'écarter parce que le petit balai est sacré. Un de ses conseillers décrit le roi comme un intermédiaire avec le divin, qui reçoit les offrandes, prie et intercède avec les esprits. Ces journées sont d'ailleurs très chargées. À Edioungou, à quelques centaines de mètres du bois sacré, Evelyne Basséné utilise la terre des environs pour fabriquer des ustensiles de cuisine, des pots de différentes tailles et des cruches que les paysans amènent dans les champs pour boire. Elle fait partie de la même famille que le roi. Cette période, on va avoir environ 72 heures de séchage à l'ombre. En plein hiver, il faut compter 3 semaines, parce qu'on a 80% d'humidité. On doit les faire cuire. Après la cuisson, il y a le vernis. C'est à base d'un fruit comestible. Ça s'appelle la pomme de Cayor. Elle a été macérée dans l'eau pendant 3 jours. Ces cruches, on met de l'eau pour les travaux champêtres parce que l'eau reste fraîche. Donc, quand on a besoin d'acheter mes produits que c'est trop cher et que l'on n'a pas d'argent, parfois on fait du troc. On donne un récipient qu'il faut remplir 2 ou 3 fois. De cacahuètes, de riz ou des haricots. Sur la côte, Elinkine est un port de pêche un peu particulier. Il est utilisé en majorité par des Ghanéens qui pêchent essentiellement le requin, ce que les Sénégalais refusent de faire. Ils alimentent ainsi un commerce décrié d'ailerons de requins qui se revendent à prix d'or en Asie. Si la Guinée-Bissau a interdit la pêche aux requins dans ses eaux, il reste au Sénégal, tout comme aux consommateurs finaux, à prendre conscience de ce massacre. Cap Skirring est un village situé à l'extrémité de la Casamance. Il était dans les années 1960 un lieu de villégiature de ceux qui résidaient à Ziguinchor, distant d'environ 70 km. Aujourd'hui, si le tourisme se redéveloppe, la pêche, elle, ne s'est jamais arrêtée. Les eaux sont particulièrement riches et au-delà des barracudas, des carpes rouges et autres carangues, qui ont déjà des tailles respectables, certaines prises de tarpon peuvent atteindre les 80 kilos. Nous sommes toujours en territoire Diola, un peuple fier qui a toujours résisté à la domination étrangère et s'est illustré par sa farouche opposition à l'esclavage. En ce début de mai, avant l'arrivée des premières pluies, on célèbre la fête de Gakinem, la cérémonie d'initiation de jeunes garçons. Ils sont habillés du pagne traditionnel. Le village des Siles, entre Cap Skirring et Ziguinchor, a la chance de posséder encore de belles forêts. Chaque clan en occupe une petite partie. Avant l'accès à la grande circoncision, quand ils seront plus grands, il y a une initiation préalable qui consiste en une cérémonie. Tous les membres de la famille se réunissent avec les enfants.
La partie essentielle de la cérémonie consiste à un sacrifice de poulet par le marabout du village devant les mères et leurs enfants. De l'autre côté du village, on prépare et on cuisine dans de grands récipients pour une bonne centaine de personnes. Les danses vont se poursuivre tout le long de l'après-midi, chaque membre de la famille étant invité à exécuter quelques pas. C'est sur ces festivités que s'achève ce périple au Sénégal qui nous aura conduits de surprise en surprise. Beau et fier, le Sénégal, s'il est pauvre en ressources, est riche en humanité et a su faire fructifier sa diversité et son histoire. À ce titre, c'est véritablement un sage de l'Afrique.